Depuis que l'homme existe, celui-ci se sert des arbres, de tout type d'arbres, pour améliorer son sort. Mais très tôt, l'homme s'est aperçu que certains types d'arbres, en particulier, possédaient peut-être un peu plus de propriétés que d'autres. Il s'est intéressé donc très vite aux pins. Les pins sont des arbres qui font partie d'une plus grande famille qu'on appelle les conifères. Conifères, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, ce sont des arbres qui produisent des cônes, qu'on appelle entre autres des pommes de pin. Des pins, il a tout utilisé. Le bois pour se chauffer et pour construire des pièces qui lui permettaient de faire des habitations ou des meubles. Il a utilisé l'écorce pour faire des paillages, utilisé plus haut les aiguilles de pin qui sont les feuilles de l'arbre pour se soigner, ainsi que les bourgeons et la sève. Et bien sûr, il a découvert que les cônes qui tombaient vers le mois de septembre contenaient à l'intérieur des graines qui étaient extrêmement nourrissantes. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des pins. Peut-être pas de tous les pins parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons resserrer notre regard sur 3 pins en particulier que sont le pin maritime que nous avons ici autour de nous, le pin sylvestre que nous irons voir ailleurs et le pin parasol. Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 pins en particulier? Eh bien, tout simplement parce que ce sont certainement les plus faciles à reconnaître pour tout le monde et en même temps ceux qui présentent un intérêt le plus important. Nous les trouvons à peu près partout. Vous savez qu'en France, en l'occurrence, les conifères représentent à peu près 35% de la masse des forêts qu'il y a. Dans le monde, ces mêmes conifères représentent une proportion extrêmement importante puisqu'on en trouve dans presque tous les pays qui sont au nord de l'équateur. On les trouve tout aussi bien en Russie comme en Sibérie par exemple, dans la Norvège, en Suède, en Europe évidemment, mais aussi au Canada, en Amérique du Nord. Bref, c'est un arbre qu'on trouve partout et c'est pour cette raison que j'ai choisi de présenter en quelque sorte ce genre qu'on appelle le genre Pinus. Pourquoi l'homme a-t-il donné autant d'importance aux pins? Cela tient certainement au fait que c'est un arbre qui produit des substances assez particulières qui ont la propriété surtout d'être antibactériennes, antiseptiques et de pouvoir renforcer le système immunitaire de l'être humain. Ces arbres ont tendance à pousser un petit peu partout sur le globe et aussi dans les endroits qui sont élevés, dans les endroits qui sont froids. Une chose importante à savoir, c'est que les pins, les conifères de manière générale, sont apparus sur Terre bien avant les feuillus que nous connaissons. Les feuillus, ce sont les chênes, les hêtres, les charmes, etc. Les conifères sont apparus il y a 300 millions d'années, nous dit-on. Cela veut dire quoi, entre autres? Eh bien, ça veut dire que ça fait 300 millions d'années que ces arbres doivent produire des substances qui leur permettent de supporter des conditions climatiques changeantes. Au cours des siècles, vous savez que notre atmosphère et en même temps le climat de notre planète a toujours plus ou moins évolué. Et les arbres, étant des êtres vivants qui ne peuvent pas bouger, ils doivent forcément réagir à tout phénomène de modification en produisant des choses différentes qui lui permettent de s'adapter à ce qui est nouveau. Ainsi, ces arbres ont une expérience, on va dire ça comme ça, ont une expérience bien plus grande que les feuillus pour pouvoir s'adapter à des conditions différentes.
les feuillus étant apparus bien plus tard, il y a environ, nous dit-on, que 120 millions d'années. Donc vous voyez, 300 millions, 120 millions, les conifères ont eu largement le temps de prendre de l'avance sur ceux que nous connaissons maintenant. Afin de simplifier cet exposé, les parties les plus utiles sur le plan thérapeutique dans les pins et qui ont été le plus utilisées par des populations de différents endroits de la Terre ont toujours été les aiguilles de pin et les graines qu'on trouve à l'intérieur des pommes de pin. Les aiguilles de pin permettent à l'heure actuelle d'ailleurs de fournir des huiles essentielles dont l'action antibactérienne et antivirale est reconnue par tout le monde. Et les pignes de pin, les petites graines qu'on trouve à l'intérieur des pommes de pin, produisent une huile dont les qualités sont absolument exceptionnelles. C'était sous la forme de la tisane d'aiguilles de pin fraîches qu'on peut retirer le plus grand bienfait de ces pins. Comment fait-on cette tisane? C'est très simple, on fait bouillir de l'eau. On jette les aiguilles de pin qu'on aura au préalable un petit peu coupées à l'intérieur de cette eau bouillante. On les laisse environ 1 minute. Ensuite, on arrête le gaz, on pose un couvercle dessus et on les laisse infuser pendant une dizaine de minutes. On peut ensuite boire cette tisane et retirer tous les avantages de ce qu'elle contient. L'autre côté pratique de cette tisane d'aiguilles de pin, c'est que les pins possèdent des aiguilles toute l'année, donc toute l'année on peut en profiter. Utiliser essentiellement des aiguilles de pin fraîches, évidemment. Alors je vous parlais de composition tout à l'heure. En fait, les aiguilles de pin possèdent une composition qui est très riche. Elles contiennent évidemment beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants. Et parmi ces antioxydants, en l'occurrence, il y en a un qui est appréciable car il s'agit de la vitamine C. Les aiguilles de pin contiennent 5 fois plus de vitamine C que les citrons. Vous imaginez donc l'avantage de pouvoir utiliser cette tisane de manière régulière. Parmi les substances qui composent les aiguilles de pin et qu'on retrouve dans la tisane d'aiguilles de pin fraîches, il y en a 2 qui ont fait beaucoup parler d'elles sur internet, à savoir l'acide cyclimique et la suramine. L'acide cyclimique, c'est une substance qu'on trouve dans certaines plantes, pas seulement dans les aiguilles de pin. C'est une substance naturelle qu'on retrouve en l'occurrence par exemple dans l'anis étoilé. Elle aurait la capacité de bloquer la douleur, d'être anti-inflammatoire et surtout d'être très antivirale. Il est évident que sa présence dans une plante peut être exploitée par l'intermédiaire d'une tisane. C'est le cas évidemment de la tisane d'aiguille de pin ici. La deuxième substance qui semble présente dans les aiguilles de pin et qu'on pourrait à ce moment-là évidemment avoir dans la tisane, c'est la suramine. C'est une molécule qui a la propriété de bloquer la réplication des virus. Alors je dis il semblerait, pourquoi? Parce que si l'acide cyclimique est une molécule naturelle reconnue comme étant présente dans certaines plantes, pour la suramine, je n'ai pas trouvé de document suffisamment clair et fiable qui permettait de dire que cette substance était présente de manière naturelle dans certaines plantes et en l'occurrence dans les aiguilles de pin. Alors par contre c'est possible que ça le soit. Si tel était le cas, évidemment, cela ferait de cette tisane d'aiguilles de pin fraîche un véritable médicament contre tout type d'infection virale. Ce qui est sûr concernant la suramine, c'est que cette molécule a été synthétisée au début du XXe siècle et qu'elle a été utilisée avec succès contre le trypanosome du sommeil, c'est-à-dire la maladie du sommeil répandue par la mouche tsetse. Alors c'était une formule de synthèse évidemment, Par la suite on s'est même aperçu que cette molécule avait des propriétés anticancéreuses très puissantes. Si cette molécule existe en tant que molécule naturelle dans les aiguilles de pin et dans d'autres plantes, il est évident que l'usage de ces aiguilles de pin
est réellement bénéfique pour tous. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir me suivre, si vous voulez bien évidemment, afin que je vous aide à reconnaître ces trois types de pins. Alors dans les pins, il y en a beaucoup plus d'espèces que ces trois-là évidemment, mais ces trois-ci sont les plus faciles à reconnaître et je pense que pour débuter, c'est ainsi qu'il faut procéder. Quelques points communs à ces trois pins malgré tout, ce sont des arbres qui vivent en gros entre 200 et 500 ans. Ceux qui vivent les moins longtemps sont les pins parasols et ceux qui vivent les plus longtemps sont, semble-t-il, les pins sylvestres. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont les plus rustiques et qu'on peut trouver aussi bien en plaine que dans la petite montagne. D'autres points encore intéressants. Les pins gardent leurs aiguilles pendant environ 3 à 4 années. Parfois, certains pins les conservent plus longtemps. C'est ce qui permet ainsi de pouvoir les utiliser toute l'année. Les pins ont aussi un besoin en soleil qui est très très important. C'est grâce au soleil que cet arbre en réalité peut survivre. Ces aiguilles étant toutes petites, elles ont besoin évidemment de soleil, sinon elles ne captent pas suffisamment de matière lumineuse pour produire des substances nutritives pour cet arbre. C'est ce qui explique le fait que ces arbres perdent la plupart du temps leurs branches et leurs feuilles sur les parties basses, car les arbres étant en groupe, la lumière descend assez difficilement vers le bas et les épines n'ayant plus assez de lumière finissent par jaunir et tomber, laissant ainsi les premières branches de ces pins dénudées. Ceci vous explique pourquoi il faut coupler la tisane d'aiguilles de pin avec une exposition au soleil le plus souvent possible. Un dernier point important à connaître sur les pins, ceux-ci, à la différence des feuillus, ne produisent aucune fleur pour se reproduire. Ils fabriquent ce qu'on appelle des strobiles, c'est-à-dire des épis qui peuvent être assimilés à des fleurs. Il y a des épis qui sont mâles et des épis qui sont femelles. C'est ainsi qu'au printemps, vers le mois d'avril, vous voyez cette petite poudre jaune qui se dépose souvent sur les aiguilles et même sur d'ailleurs d'autres feuilles alentour, d'autres arbres, parce que c'est le pollen qui est contenu dans les strobiles mâles qui est emporté par le vent pour pouvoir féconder les strobiles femelles, c'est-à-dire les épis femelles, qui deviennent par la suite ce qu'on appelle des pommes de pin une fois qu'elles ont suffisamment gonflé. Ces pommes de pin restent sur l'arbre environ 3 à 4 années avant de tomber. C'est-à-dire que la maturité qu'il faut pour que la graine soit consommable, voyez-vous, est bien plus longue que ce qu'on peut imaginer. Donc à partir du moment où la pomme de pin est fécondée, où le strobile est fécondé, il se passe 3 à 4 années, ensuite celle-ci tombe et c'est à ce moment-là que nous pouvons les ramasser vers le mois de septembre, octobre, que nous pouvons les ramasser pour les consommer. S'il n'y en a pas toujours à l'intérieur des cônes, c'est parce que certaines sont très petites, comme dans le cas des pins sylvestres pour lesquels il est vraiment pratiquement impossible de les récupérer, et d'autres pins d'ailleurs. Le pin maritime aussi, c'est assez difficile de les récupérer. Il n'y a que sur les pins parasols où cette action est possible. Allez, passons maintenant au visionnage de ces trois pins. Nous sommes ici dans l'Aude, où les pins parasols se détachent du paysage. On les reconnaît très nettement lorsqu'ils sont adultes, à leur forme étalée, faisant penser à un parasol. Plus jeune, le houppier, c'est-à-dire la partie haute de l'arbre qui contient toutes les branches et les aiguilles, est en forme de boule. Mais c'est sous cette forme, étalée, qu'il est le plus représentatif. Dépourvues de branches sur la partie basse du tronc, celles qui sont en haut sont importantes, craquelées, comme parsemées d'écailles, la couleur variant entre le rose, le gris
les branches sont importantes. Les aiguilles, toujours par deux, sont de taille moyenne à grande. Elles sont un peu moins grandes que celles du pin maritime, mais beaucoup plus que celles du pin sylvestre. Les pommes de pin, qu'on voit ici, sont souvent très grosses. Ce sont pour la plupart du temps les plus grosses qui existent, aussi bien en dimension qu'en épaisseur. Ici, on voit très bien les logements qui sont réservés aux graines contenues dans des coquilles. C'est sur les cônes de pin parasol qu'on récolte les graines appelées pignes de pin, l'Espagne étant un des plus gros producteurs de pignes de pin, à partir desquelles on forme l'huile de pigne de pin. C'est dans ces coquilles qu'est contenue la graine. Si la partie haute du bois du pin parasol est plutôt orangée, le tronc est écailleux et contient des nuances de gris et de rose. On remarque surtout qu'il est beaucoup moins fissuré verticalement que le pin maritime. Le pin maritime est le pin peut-être le plus facile à reconnaître. Son allure élancée et pas toujours très droite lorsqu'il est adulte, ainsi qu'un feuillage haut perché pour capter la lumière, ainsi qu'une croissance rapide, lui ont donné sûrement un avantage considérable pour coloniser les terres sablonneuses et pauvres de l'Aquitaine. Utilisé parfois comme arbre d'ornement, il se répand très rapidement dans les forêts. Son tronc, assez facile à reconnaître, est très croûteux et surtout creusé de nombreuses fissures verticales dans lesquelles viennent se ficher le lichen ou la mousse. De couleur rougeâtre à gris, des pans entiers de son écorce desquament régulièrement. Une observation plus attentive des fissures permet de constater l'exsudation de résine sous forme de perles ayant la couleur jaunâtre, cela sur une grande partie du tronc. Le deuxième point important permettant son identification étant la longueur très importante des aiguilles qui forment sa parure. Ce sont les plus importantes des trois pins que nous voyons aujourd'hui. Comme pour les autres pins, elles poussent toujours par deux, mais sont beaucoup plus longues, très rigides et bien droites surtout. Le pin maritime produit des cônes qui sont assez allongés, mais beaucoup moins épais que ceux du pin parasol. Les graines qui sont à l'intérieur sont d'ailleurs beaucoup plus petites et plus difficiles à récupérer. Le bois de ce pin est souvent utilisé pour faire de la pâte à papier. Des trois pins, le pin sylvestre est le plus rustique. C'est celui qui supporte le mieux le chaud et le froid ensemble, pourvu qu'il ait suffisamment de soleil. Son architecture lui permet d'atteindre des tailles très importantes, jusqu'à 40 mètres de hauteur. Il forme des branches sur presque toute la hauteur de son tronc, quand on lui en laisse la place. L'écorce du tronc, plutôt grise, est beaucoup moins craquelée et fissurée que celle du pin maritime déjà, mais aussi du pin parasol. Sur la partie haute de l'arbre, les branches qui composent son houppier sont assez grandes, souvent horizontales, mais beaucoup moins épaisses que celles du pin parasol. C'est ce qui lui permet d'étaler ses aiguilles, ses feuilles, le plus loin possible pour récupérer la lumière et fabriquer les substances nutritives dont il a besoin pour vivre. Par rapport aux deux autres pins que nous voyons,
c'est celui qui possède les épines les plus courtes. Ce pin est le plus couramment utilisé pour reboiser certaines coupes de forêt grâce à sa rusticité importante. Ne pouvant s'étendre latéralement par ses branches, il fait de beaux fûts bien hauts et bien droits. Un autre moyen de le reconnaître sont ses aiguilles. Lorsqu'on ne peut les atteindre, il suffit de regarder par terre et de ramasser quelques branchages qui traînent sur le sol. Elles sont beaucoup plus petites que celles des deux autres pins que nous avons vus. Un dernier point qui le caractérise est la dimension de ces pommes de pin. Elles sont relativement modestes par rapport aux deux autres. Il faut parfois avoir de bons yeux pour pouvoir les trouver. J'espère maintenant que vous aurez plus de facilité pour reconnaître ces trois pins. Alors vous verrez au début, c'est peut-être pas très facile, on se mélange un petit peu les pinceaux, mais avec le temps et en même temps à force d'aller vers ces pins, on arrive à les reconnaître avec assez de facilité. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous sera utile. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et surtout portez-vous bien.